Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Incroyable TV. Si notre contenu vous plaît et que vous voulez toujours en voir davantage, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et maintenant, place au contenu. Dans l'univers, les galaxies entrent en collision à 435 000 km/h. Tout est totalement anéanti. Un jour, la même chose se produira dans notre Voie lactée. Pour comprendre les galaxies, il faut comprendre la collision des galaxies. Car l'événement le plus violent de l'univers est la collision de deux galaxies. Les collisions. À échelle humaine, elles sont violentes et laissent dans leur sillage le chaos et la destruction. Plus la collision est violente, plus les dégâts sont considérables. Et dès que l'on quitte la planète Terre, l'échelle des collisions augmente considérablement. Des galaxies se percutent. Des trous noirs fusionnent, entraînant des feux d'artifice funestes. Même notre galaxie avance inexorablement vers sa voisine la plus proche, Andromède. Les astronomes pensent que ces interactions violentes sont à l'origine de l'évolution de l'univers. Ce n'est pas simplement l'évolution normale de l'univers qui conduit aux événements que l'on voit et qui façonnent la nature du cosmos dans lequel on vit. Ce sont aussi les collisions occasionnelles entre deux galaxies, deux trous noirs ou deux étoiles. Pour que les choses s'ordonnent dans l'univers, il a fallu que les choses se désordonnent. Comment sait-on que ces collisions existent et qu'impliquent-elles pour l'avenir de notre planète? Les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'observer ces phénomènes comme jamais auparavant et de comprendre leurs répercussions. Et chaque collision permet d'approfondir nos connaissances et de modifier notre compréhension de l'univers. La plus grande collision imaginable se produit entre les objets les plus massifs de l'univers, les galaxies. Une collision galactique évoque des images de destruction inégalées. Des étoiles pulvérisées, des planètes détruites, toute forme de vie réduite à néant. Mais que se passe-t-il réellement quand deux galaxies se rencontrent? Pour comprendre la collision des galaxies, il faut comprendre la dimension et la composition d'une galaxie. Un amas de gaz, de poussière, de planètes et d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Une galaxie est comme une ville d'étoiles. C'est un groupe de 200 milliards d'étoiles qui restent solidaires pendant des milliards d'années, maintenus par une gravitation mutuelle collective. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 à 200 milliards d'étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, d'un côté du disque à l'autre. On pourrait donc traverser la Voie lactée en voyageant pendant 100 000 années-lumière. Mais que représente une année-lumière? Une année-lumière est tout simplement la distance que la lumière parcourt en une année. La lumière voyage à une vitesse extraordinaire, 300 000 km par seconde. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de secondes dans une année, on obtient environ 10 000 milliards de kilomètres. Les distances en astronomie sont tellement énormes qu'on doit utiliser les années-lumière pour mesurer la distance rien qu'entre les étoiles. Un rayon de lumière qui voyage à 300 000 km par seconde mettrait donc 100 000 ans à traverser notre galaxie. Pendant les 4,5 milliards d'années de sa vie, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée que 20 fois. Malgré ces distances immenses, les objets se percutent régulièrement dans l'univers, depuis les premières années de son existence. Les galaxies dans notre univers ont commencé à se former des centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque des amas d'étoiles et de gaz interstellaires ont fusionné sous l'effet de la gravitation. Ces premières galaxies étaient petites, seulement 1/10 de la Voie lactée. Les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers étaient des petites galaxies, des galaxies naines. Avec le temps, ces petits amas se sont regroupés pour former des galaxies de plus en plus grandes par fusion et accrétion.
ces galaxies naines se sont retrouvées prises dans un gigantesque embouteillage, en plein cœur de l'univers. Au tout début de l'existence de l'univers, les interactions étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui, car les galaxies étaient beaucoup plus rapprochées. En se percutant, les petites galaxies en ont constitué de plus grandes avec des formes bien distinctes. La Voie lactée, qui abrite notre système solaire, est une galaxie spirale. Il existe aussi des galaxies elliptiques, et entre les deux, des galaxies lenticulaires. Les astronomes doivent ces classifications à Edwin Hubble, qui a donné son nom à l'un des plus grands télescopes de la NASA, le télescope spatial Hubble. Je pense que Hubble a dû bien s'amuser, car il n'y avait pas de système de classification officiel. Il a dû en inventer un. Hubble entreprend la tâche colossale de classifier les galaxies. Quand on a pour mission de classifier 90% des objets dans l'espace, on ne s'occupe pas trop des objets étranges. Qu'advient-il des 10% restants? Ils sont classés dans la catégorie objets irréguliers. On élimine les amas de débris, et certaines galaxies ne ressemblent tout simplement à rien. Pendant des années, ces formations singulières restent dans cette catégorie. Mais une question demeure. Comment ces galaxies aux silhouettes étranges se sont-elles formées? Et y a-t-il un rapport avec les collisions cosmiques? Ce n'était pas vraiment une question importante à l'époque. La compréhension des galaxies spirales et elliptiques en était vraiment à ses balbutiements. Hubble se concentre sur les galaxies majoritaires, mais pense que les galaxies irrégulières méritent plus d'attention. Une vingtaine d'années après la classification de Hubble, les gens ont commencé à s'intéresser aux galaxies irrégulières. Les scientifiques se demandent d'où vient l'apparence étrange de ces galaxies. Certains pensent qu'elles représentent à un instant donné un événement violent et chaotique. La grande question, il y a 20, 30 ou 40 ans, était de savoir si ces objets se percutaient et se formaient comme on le comprend actuellement. Aujourd'hui, certains astronomes utilisent encore cette catégorie irrégulière. Le terme irrégulier est un terme fourre-tout. Il se réfère à la fois aux petites galaxies qui ont été tellement perturbées par la formation de leurs étoiles, qui ont brûlé une partie de leur gaz, que leur forme est irrégulière. Mais il se réfère aussi aux galaxies qui ont été bouleversées, par exemple par une collision. Ce terme englobe toute une variété de galaxies. Les formes étranges de certaines galaxies irrégulières s'expliquent par les effets de la gravitation à une échelle galactique. Lors d'une collision frontale, les plus grands objets de l'univers fusionnent. Les galaxies irrégulières sont la preuve que ces amas d'étoiles géants se percutent. La preuve que l'univers est déchiré par la destruction et le désordre. Mais que se passe-t-il au cœur des galaxies? Quelles autres collisions se produisent et comment pouvons-nous les observer? Car les collisions stellaires laissent des traces à travers tout l'univers. Et pourtant, les astronomes n'ont toujours pas réussi à les prendre sur le fait. Les galaxies irrégulières sont la preuve que les galaxies se percutent. Mais d'autres objets célestes entrent-ils en collision? L'univers est à la fois un lieu de naissance, un cimetière et un champ de bataille où s'affrontent d'énormes corps célestes. Imaginons un scénario. À presque 3000 années-lumière de la Terre, deux étoiles sœurs partagent la même orbite depuis des millions d'années. Avec le temps, elles se rapprochent et se mettent à tourner à une vitesse proche de celle de la lumière. Un jour, elles se percutent et sont anéanties en quelques millisecondes. Elles génèrent alors une onde de choc qui enveloppe la Terre et détruit la moitié de la couche d'ozone, tuant tout sur son passage. C'est le scénario envisagé par certains astrophysiciens si une étoile à neutrons entrait en collision à proximité de la Terre. Et pour eux, 3000 années-lumière, c'est proche. Il a déjà été suggéré qu'au moins une des extinctions massives qu'a connues la Terre s'est produite à cause d'un événement similaire. Certaines des collisions stellaires les plus violentes ont lieu entre deux étoiles à neutrons.
Ce sont des résidus d'étoiles massives qui ont épuisé leur combustible nucléaire. La gravitation fait s'effondrer l'étoile massive. Au centre, des objets extrêmement denses se forment. Si denses que les électrons sont poussés dans les protons pour créer des neutrons. L'étoile à neutrons qui se forme au centre est le résidu, les cendres de cette étoile. Mais ces cendres contiennent des traces de vie. Après leur formation, certaines étoiles à neutrons se mettent à tournoyer ensemble dans une étreinte gravitationnelle. Elles forment ce qu'on appelle une étoile binaire. Pendant plusieurs millions d'années, les sœurs gravitent l'une autour de l'autre à plus de 1000 tours par seconde. Elles émettent des ondes gravitationnelles qui pompent toute l'énergie du système et les rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles soient si proches qu'elles n'ont plus d'orbite stable autour de laquelle graviter. Quand elles entrent en collision, elles dégagent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira jamais tout au long de sa vie. Mais la collision est trop rapide pour être observée au télescope. Chez les étoiles à neutrons, la collision ne dure qu'un millième de seconde. Et puis, plus rien. Elles se touchent, elles explosent et c'est fini. La collision génère une énorme onde de choc à travers l'espace. De la Terre, elle ressemble à ce qu'on appelle un sursaut gamma. Cet événement très bref mais très puissant témoigne d'une des collisions les plus violentes de l'univers. Et pourtant, les scientifiques ne le comprennent que depuis peu de temps. Des sursauts gamma se produisent tous les jours dans le ciel. Donc, on surveille le ciel en permanence. On le sait depuis une quarantaine d'années. L'armée de l'air américaine a détecté ces sursauts gamma des années avant que la communauté scientifique n'apprenne leur existence. Les sursauts gamma ont été découverts totalement par hasard, par des satellites militaires. C'était à l'occasion du programme de dissuasion nucléaire dans les années 50 sous Dwight Eisenhower. Ce programme de dissuasion, commencé par le président Eisenhower, consiste à envoyer dans l'espace des satellites militaires pour traquer les explosions nucléaires. L'armée de l'air lance les premiers satellites Vela en 1963. Les nuages de radiation générés par une explosion nucléaire dégagent des rayons gamma. Ces détecteurs de rayons ont été les premiers à enregistrer des sursauts cosmiques de rayons gamma. En 1969, Ray Klebesadel, analyste dans l'armée de l'air, découvre d'étranges sursauts gamma enregistrés par les satellites Vela. De par leur intensité et leur durée, ils ne peuvent être attribués ni à la Terre ni au Soleil. Ils savaient qu'ils venaient forcément de quelque part. En 1973, quand Ray Klebesadel fait enfin part de ses recherches lors d'une conférence de la Société américaine d'astronomie, il dispose d'au moins 16 sursauts gamma confirmés. Mais il faudra attendre du matériel plus sophistiqué pour les observer. En 1991, la NASA lance l'observatoire à rayons gamma Compton, un satellite spatial conçu pour détecter les sursauts gamma. Les scientifiques espèrent prendre un sursaut sur le fait, pour l'identifier et déterminer ensuite s'il s'agit d'un type de collision cosmique. L'observatoire Compton a enregistré environ 2000 sursauts gamma et a permis de confirmer qu'il s'en produit en permanence. Mais il sert surtout à identifier rapidement le sursaut et à braquer tout de suite un télescope pour prendre une photo avant que le sursaut disparaisse. Car une explosion de rayons gamma disparaît totalement en quelques jours. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage et décollage de la navette Swift en mission pour étudier et comprendre les sursauts gamma dans l'univers. En 2004, la NASA lance le télescope Swift dans l'espace pour détecter plus rapidement et donc analyser plus vite les sursauts gamma. Swift est un satellite équipé d'un gros détecteur de rayons gamma qui parvient assez bien à définir la provenance des rayons. Dès qu'il aperçoit un rayon gamma,
Il transmet les coordonnées à la base, puis fait scanner l'emplacement en question par un télescope à rayons X. En 2005, Swift détecte un sursaut gamma. En moins d'1 minute, il se repositionne pour observer son rayonnement. Simultanément, Swift envoie les coordonnées du sursaut à un réseau de télescopes sur Terre. L'un d'eux se trouve près du sommet du mont Palomar, à San Diego en Californie. L'observent d'autres centres spatiaux. Ensemble, ils parviennent à identifier la raison potentielle du sursaut, une collision entre deux étoiles à neutrons. Comme les collisions stellaires durent entre 1 seconde et quelques heures, elles restent souvent mystérieuses. La collision en elle-même dure très peu de temps. C'est pour ça qu'il y a très peu de chances qu'on soit un jour capable, de notre vivant, d'observer des étoiles à l'instant même de leur collision. Mais on peut en observer les conséquences. Bien que les astronomes n'aient jamais assisté à une collision stellaire, ils savent qu'elles existent grâce aux traces laissées par cette guerre des étoiles. Les étoiles à neutrons ne sont pas les seules à se percuter dans la violence et la destruction. Même des étoiles naissantes peuvent générer un cataclysme intersidéral. Les étoiles mènent une existence violente, et pas seulement les étoiles à neutrons binaires, mais toutes les étoiles, de par la nature même de leur formation. La vie agitée d'une étoile commence avec la mort d'un nuage moléculaire ou nébuleuse. C'est une région très dense de gaz interstellaires. Dans ces nuages, des étoiles se forment, des planètes se forment. C'est le cas de notre système solaire. Les nuages moléculaires grossissent à mesure que leur force gravitationnelle attire plus de gaz et de particules, jusqu'à ce que leur densité soit si grande qu'ils s'effondrent pour former des étoiles. Une force extérieure générée par une collision ou les ondes de choc d'une supernova peut aussi entraîner l'effondrement des nébuleuses. En s'effondrant, le nuage devient de plus en plus dense et de plus en plus chaud au centre. Des recherches récentes situent la formation de la première étoile seulement 100 millions d'années après le Big Bang. Des astronomes pensent que certaines de ces étoiles se trouvent encore dans notre Voie lactée. Aujourd'hui, les chercheurs se concentrent sur des groupes compacts d'étoiles, appelés amas globulaires. Pour ceux qui étudient les collisions stellaires, ces amas sont la clé du mystère, car ils constituent le champ de bataille idéal. C'est comme quand on marche dans une rue pleine de monde. On finit par bousculer des gens. Quand les étoiles sont proches et nombreuses, elles se bousculent. S'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, avec chacune une trentaine d'amas globulaires, le nombre de collisions stellaires possibles est phénoménal. Si on compte toutes les galaxies de l'univers, soit des centaines et des centaines de milliards de galaxies, et qu'on regarde dans combien de régions des collisions peuvent se produire, on obtient un chiffre très important. C'est un mystère enfoui dans l'un de ces amas globulaires qui a conduit les astronomes à une immense découverte. En 1953, des chercheurs remarquent des étoiles particulièrement lumineuses au sein d'un amas. Ces étoiles resteront une énigme pendant 40 ans. Les astronomes les baptisent traînardes bleues. Ces traînardes bleues présentent des caractéristiques très étranges. On les appelle traînardes parce que, contrairement à d'autres étoiles de la même masse dans l'amas, elles sont en retard sur leur évolution. Et elles sont bleues parce qu'elles sont plus chaudes que les autres étoiles de l'amas. Il semblerait que les traînardes bleues aient découvert la fontaine de Jouvence. Les scientifiques sont confrontés à une énigme. Le télescope spatial Hubble, lancé par la NASA en 1990, va jouer un rôle clé dans leurs recherches. La résolution du télescope Hubble est tellement précise que si on observait Tokyo depuis New York avec, on arriverait à distinguer deux petites lucioles. C'est pour dire à quel point sa résolution est excellente. Les optiques de Hubble captent des images détaillées des traînardes bleues, qui ouvrent aux chercheurs la porte de leurs secrets. En observant ces étoiles individuellement, Hubble a réussi à évaluer leurs propriétés, par exemple leur masse,
leur vitesse de rotation, leur température, ce genre de choses. Les astronomes découvrent que leur masse, leur vitesse de rotation et leur température élevée ne peuvent avoir qu'une signification. On pense aujourd'hui qu'une traînarde bleue est probablement le résultat de la fusion de deux étoiles. Et cette fusion a pu se produire par le biais d'une collision directe, deux étoiles qui se percutent de front, ou par la collision de deux étoiles d'un système binaire qui tourne autour d'un centre de gravité commun. Prenons par exemple deux étoiles qui se percutent à plus de 800 000 km/h. La première étoile est absorbée par la seconde, et leur collision génère une onde de gaz et de débris qui envahit l'espace. Immédiatement, l'étoile fusionnée grossit et se met à brûler une grande quantité d'énergie. Il peut lui falloir 10 millions d'années pour se remettre de cette fusion violente et se stabiliser en une traînarde bleue. On avait enfin la preuve que deux étoiles pouvaient entrer en collision. C'est l'une des choses les plus incroyables dont les étoiles sont capables. Il faudra des années avant que la théorie des collisions stellaires soit considérée comme une certitude. Mais en matière de collision galactique, les étoiles ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Dans l'univers, les collisions sont une règle et non une exception à tous les niveaux, à commencer par la poussière qui traverse l'espace. Dans notre système solaire, toutes les planètes, tous les objets qu'on voit sont le fruit de collisions. Une collision de poussière produit du sable produit des cailloux, des rochers, des planétésimaux, des astéroïdes, des planètes. Donc, nos origines sont le fruit de collisions. Les galaxies sont le théâtre d'événements violents, entraînant la mort, la naissance et la renaissance. Les galaxies entrent en collision, ainsi que les étoiles de ces galaxies. Mais est-ce le cas d'autres objets célestes? Les collisions cosmiques ne se limitent pas à deux corps massifs qui se rencontrent. Parfois, il peut y avoir une collision entre deux jets d'énergie, une énergie fatale. Des radiations très dangereuses jaillissent d'un mystérieux objet supermassif appelé trou noir. Un quasar, un rayon provenant de ce que les chercheurs ont baptisé la galaxie étoile de la mort, frappe alors une galaxie voisine plus petite. Un rayon jaillit d'un trou noir et prend de la vitesse jusqu'à approcher celle de la lumière. Il va percuter la galaxie compagnon qui se trouve sur sa trajectoire, ce qui entraîne tout un ensemble de cataclysmes pour les organismes vivants ou les planètes comme la Terre présentes dans cette galaxie. Celles qui sont tout près sont pulvérisées. Celles qui sont un peu plus loin voient leur atmosphère en partie détruite. Un trou noir supermassif dispose d'un arsenal de destruction massive. Les images qui suivent ressemblent à de la science-fiction, mais sont bel et bien réelles. Heureusement pour la Voie lactée, ce cataclysme se produit dans la galaxie 3C 321, une galaxie très lointaine à 1,4 milliard d'années-lumière. C'est la première fois que les astronomes voient un jet de trou noir percuter une galaxie compagnon. Et cet événement soulève de nombreuses questions, à commencer par « Qu'est-ce qu'un trou noir ?» et « Sommes-nous menacés par l'un de ces rayons ?» Les trous noirs ne sont pas véritablement des trous, mais plutôt des objets exceptionnellement denses et massifs. Les trous noirs sont si denses, leur force gravitationnelle si élevée que rien ne peut leur échapper, pas même la lumière. Il faut avoir recours à de nombreux télescopes pour obtenir un tableau complet de ce phénomène unique. Ce n'est qu'en regroupant les informations du spectre électromagnétique qu'on peut commencer à étudier les trous noirs avec précision. Cette image est en partie l'œuvre de ce télescope, le VLA ou Very Large Array, au Nouveau-Mexique. Le VLA est un radiotélescope fait de 27 antennes paraboliques pesant chacune 230 tonnes. Les antennes sont disposées en forme de Y et chaque branche du Y mesure 20 km de long. Le VLA est particulièrement adapté à l'observation des trous noirs, comme celui qui se trouve dans notre galaxie. Ce trou noir est 4 millions de fois plus massif que le Soleil et il crée toutes sortes de perturbations. Mais le gaz et la poussière entre nous et ce trou noir obstruent la vue des télescopes optiques.
La capacité du VLA à détecter les ondes radio lui permet de mieux pénétrer les débris interstellaires. Les radiotélescopes et télescopes à infrarouge sont les seuls moyens d'étudier un trou noir. Tout comme un télescope optique collecte des ondes lumineuses pour former une image, on collecte des ondes radio pour former une image. Les télescopes optiques et à ondes courtes ne peuvent pas voir à l'intérieur de ces régions. Les radiotélescopes, oui. Et les radiotélescopes à grandes ondes, comme celui-ci, peuvent voir à l'intérieur de ces régions ce que les autres ne peuvent pas voir. La plupart des galaxies ont un trou noir supermassif en leur centre. Il peut faire entre 1 million et 1 milliard de fois la masse du Soleil. Malgré sa masse, il est invisible. Alors, comment avons-nous découvert son existence? Quand la matière est aspirée par un trou noir, c'est un peu comme de l'eau au fond d'une baignoire. Elle descend, tourne comme une toupie. La force de frottement génère de la chaleur et de la lumière. Et cette lumière est si intense et chargée en énergie qu'elle crée des rayons X. C'est la mystérieuse disparition d'objets célestes qui a conduit les astronomes du XVIIIe siècle à envisager l'existence d'une étoile invisible. En 1783, le révérend John Michell a très bien exposé l'idée d'un horizon des événements. Michell a montré qu'un corps très massif, avec un rayonnement faible, peut avoir une vitesse de libération aussi rapide que la lumière. Il peut emprisonner la lumière et être invisible, tout noir. Voilà ce qu'est l'horizon des événements. En 1967, John Wheeler, un proche collaborateur d'Albert Einstein, est le premier à employer le terme trou noir. Ce n'est alors qu'une théorie. Les scientifiques ignorent qu'ils ont déjà découvert leur premier trou noir. La preuve, les rayons X, de l'énergie invisible produite par les trous noirs. En 1971, une source de rayons X a été identifiée avec une étoile bleue supermassive. Un peu plus tard, la même année, tout le monde a été sidéré d'apprendre que cette étoile était si massive qu'elle tournait en orbite autour de la source de rayons X à très grande vitesse. Cette vitesse signifiait que la source de rayons X était au moins 3 fois plus massive que le Soleil. C'est ce qui a permis d'établir que c'était un trou noir. On doit la plus grande avancée en matière de trous noirs à un autre grand observatoire de la NASA, le télescope à rayons X Chandra. On nous demande souvent pourquoi on n'étudie pas les rayons X à partir de la Terre. Car bien sûr, c'est plus risqué, plus cher et plus difficile d'envoyer un télescope dans l'espace. L'atmosphère terrestre est très opaque aux rayons X. Elle bloque tous ceux qui viennent des étoiles et des galaxies lointaines. Donc pour étudier les rayons X, on doit aller dans l'espace. Et Chandra est le télescope le plus approprié pour ça. Chandra est particulièrement adapté à l'étude des régions et des objets dans l'univers, où les conditions violentes et extrêmes génèrent des rayons X comme première signature. Je parle par exemple de matière qui tombe dans un trou noir, d'étoiles qui explosent en supernova, ou de galaxies qui entrent en collision. C'est cette violence cosmique que Chandra étudie le mieux. Les rayons X sont présents partout où un objet céleste produit des quantités suffisantes de chaleur. Les étoiles à neutrons et les trous noirs peuvent générer des rayons X 100 000 fois plus puissants que ceux produits par le Soleil. Chandra a été essentiel pour aider les astronomes à comprendre ce qui se passe dans la galaxie étoile de la mort. Chandra nous a permis de voir les sources du trou noir central. Il nous a permis de déterminer la présence de ce jet de rayons X. Et c'est ce jet qui est à l'origine du nom d'étoile de la mort, parce qu'il est pointé droit sur la galaxie compagnon. On peut voir les effets de ce rayon d'énergie et de particules quand il frappe la galaxie voisine. Comme dans la plupart des collisions cosmiques, il y a un aspect positif. Une fois que le jet a détruit la galaxie voisine, il entraîne la formation de nouvelles étoiles et de planètes. Cela fait partie du cycle de vie dans l'univers. Les trous noirs ne sont pas toujours des boulets de canon cosmique. Ils n'errent pas dans l'univers en avalant tout sur leur passage. L'une des raisons d'être des trous noirs serait même de donner la vie, autant que de la détruire.
Notre système solaire n'a été épargné par ces rayons mortels que pour être projeté au cœur d'un gigantesque désordre galactique. Dans un avenir plus ou moins lointain, notre galaxie, la Voie lactée et sa voisine Andromède entreront en collision. Mais cette collision sera-t-elle source de création ou de néant? Et qu'implique une telle collision galactique? Il semblerait que le plus grand danger vienne de collisions entre les réacteurs thermonucléaires que sont les étoiles. Si une étoile approche suffisamment du système solaire, elle peut nous envoyer des comètes. Si elle approche encore plus, elle peut dérégler la révolution de la Terre autour du Soleil. La vie telle qu'on la connaît cessera alors d'exister, car toute l'eau sera évaporée ou gelée si la planète s'éloigne du Soleil. La collision entre la Voie lactée et Andromède est écrite depuis les premiers jours de l'univers, quand les deux galaxies sont nées côte à côte. Les choses qui fusionnent naissent liées et finissent par se rejoindre. Les choses qui ne sont pas liées ne fusionnent généralement pas, elles se séparent. La plupart des galaxies s'éloignent dans l'univers en expansion. Toutes les galaxies qui sont loin de nous vont s'éloigner jusqu'à devenir totalement invisibles dans un laps de temps défini. La seule exception, c'est Andromède, notre plus proche voisine, notre sœur. Andromède et la Voie lactée ont vu leur gravitation, à un moment dans le passé, inverser le processus d'éloignement entre les deux. Et maintenant, elles se rapprochent à cause de cette attraction mutuelle. Elles vont entrer en collision. Elles foncent l'une sur l'autre et ça se présente assez mal pour nous. La galaxie Andromède, d'ici environ 5 milliards d'années, entrera en collision avec la Voie lactée. Mais y a-t-il des preuves de cette collision imminente? Il semblerait que les signatures lumineuses d'Andromède ne laissent aucun doute sur son approche. C'est comme la couleur des feux d'artifice. On sait que telle ou telle couleur vient du fer, de l'oxygène ou du soufre. Donc on sait quelle couleur on devrait avoir et on regarde si elle est plus bleue ou plus rouge. Si elle est plus bleue, c'est sûrement parce qu'elle nous arrive droit dessus. Et si elle est plus rouge, c'est parce qu'elle s'éloigne. Quand on regarde Andromède, on voit que son bleu a changé. Ça veut dire qu'elle avance d'une centaine de kilomètres par seconde. Elle vient vers nous et elle arrive vite. Mais l'hypothèse d'une collision qui détruit toute vie humaine sur Terre n'est qu'un scénario parmi tant d'autres, et il est peu probable. Que se passera-t-il réellement dans 2 milliards d'années quand ces deux galaxies se rapprocheront? Comme les galaxies sont très massives et que les distances entre elles sont très grandes, une collision se déroule sur plusieurs milliards d'années. Par conséquent, les astronomes n'observent que des images fragmentées de cette collision. Pour comprendre le processus, ils s'appuient sur des simulations. Toutes les images qu'on obtient d'une collision intergalactique dans l'univers ne sont en fait qu'un fragment d'une très longue séquence. Ces simulations nous permettent de reconstituer différentes situations et de voir comment le phénomène se développe, de l'approche, aux queues de marée, à la collision et au grand brassage final. Dans les années 70, deux frères astrophysiciens, Allard et Yuri Toumre, ont mis au point les premières simulations de collision entre deux galaxies spirales. Ce qu'ils ont reproduit a pu être observé plus tard lors de véritables collisions. Leur simulation, qui détaille les étapes de l'approche jusqu'à la fusion, est connue sous le nom de critères de Toumre. Aujourd'hui, Frank Summers, ainsi que des astrophysiciens de l'Institut scientifique du télescope spatial Hubble de Baltimore dans le Maryland, se servent de programmes visuels et de banques de données ultra sophistiquées pour reproduire des collisions galactiques simulant 10 millions d'années d'action par seconde. Tout commence avec l'approche, lorsque deux galaxies spirales avancent l'une vers l'autre. On voit bien que juste avant la collision, il y a très peu de queues de marée, ce que j'ai trouvé bizarre la première fois. Elles sont assez symétriques. C'est seulement quand on commence à voir ces queues de marée qu'elles rejoignent le critère de Toumre. Et on voit très bien, en regardant l'évolution, qu'elles font un premier passage et reviennent. La simulation montre la force de l'attraction gravitationnelle entre les deux galaxies.
De larges traînées d'étoiles et de gaz, appelées queues de marée, sont projetées dans l'espace. Cette étape impressionnante est confirmée par les images de galaxies en collision, comme les galaxies des antennes et des souris. Les astronomes prédisent que la collision entre Andromède et la Voie lactée se fera aussi par étapes. Les queues de marée seront en fait les contours de la Voie lactée qui seront arrachés. La Voie lactée est une galaxie mince, assez fragile et délicate, alors qu'Andromède est plus grosse, plus massive. Quand elle va passer à côté de nous, son champ gravitationnel va écarteler la Voie lactée. Mais dans 2 milliards d'années, le rapprochement des deux galaxies ressemblera moins à une collision qu'au balancement d'un pendule, à un mouvement gravitationnel qui les fera se croiser et revenir l'une vers l'autre. Elles continueront de bouger à cause du mouvement qu'elles accumuleront. Et en s'éloignant l'une de l'autre, Andromède et la Voie lactée commenceront à ralentir sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Leur vitesse diminuera jusqu'à ce qu'elles se détournent et reviennent à nouveau l'une vers l'autre pour un nouveau passage. Dans 4,5 milliards d'années, les deux galaxies se rapprocheront à nouveau et cette fois, elles se percuteront. Les magnifiques disques de ces galaxies spirales seront totalement détruits. Ils seront transformés en queues de marée, et quand elles se percuteront, toutes les orbites des étoiles deviendront aléatoires. Il n'y aura plus qu'une forme elliptique au centre et de longues queues de marée qui finiront par se rapprocher au bout de millions d'années. La collision devient fusion. Les parties centrales fusionnent. On n'a plus qu'une galaxie unique au centre. Les queues de marée s'éloignent et reviendront d'ici 500 millions d'années. Et on ne verra plus qu'une galaxie. Ici, on voit bien qu'elles fusionnent et qu'il ne reste qu'un noyau. Il reste aussi des queues de marée qui disparaîtront avec le temps. Et si on regarde encore plus loin, on ne verra plus qu'un objet qui ressemblera alors beaucoup à une galaxie elliptique. D'après les astronomes, les galaxies elliptiques de l'univers pourraient être le produit de collisions comme celle-ci. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de ces galaxies quand elles traversent ce processus violent? Et quelles seront les conséquences de ce cataclysme pour notre planète? Deux galaxies en collision offrent des images sublimes. Les queues de marée s'étirent telles des toiles d'araignée. Les noyaux galactiques sont entraînés dans un tourbillon sans fin. Mais ces images cachent-elles des formes de destruction massive? Des étoiles qui se percutent, des planètes qui explosent, des lunes qui se transforment en poussière. Ce qu'il y a de magique dans les collisions galactiques, c'est que lorsque les galaxies se percutent, les étoiles ne se touchent pas. Prenez deux étoiles. Les distances entre les deux sont des millions de fois supérieures à leur diamètre. Pendant la collision et la fusion, la Terre risque-t-elle d'être réduite en poussière? D'après les astronomes, la probabilité est faible. Chaque étoile a autour d'elle un système solaire, par exemple. Et la distance qui les sépare est immense. Donc la probabilité qu'une planète entre en collision avec une autre est pratiquement nulle. Mais cela ne veut pas dire que la Terre est tirée d'affaire. Il y a environ 10% de chances pour que la Terre soit éjectée avec le Soleil et le système solaire dans une queue de marée. On se retrouvera très loin et on pourra admirer notre galaxie de l'extérieur. Les principaux changements qu'on observera dans notre ciel auront à voir avec la modification de l'orbite solaire pendant la collision. Les étoiles et les planètes se croiseront peut-être sans se toucher, mais pas les gaz. Une collision galactique est en réalité la rencontre de plusieurs gaz. Andromède et la Voie lactée sont toutes les deux très riches en gaz. Tous ces gaz vont se rencontrer. Il va y avoir un choc qui va créer beaucoup d'étoiles. Peut-être environ 10 milliards naîtront très vite. C'est ce qu'on appelle un sursaut de formation d'étoiles. Et cette formation d'étoiles galopantes semble être le signe d'interactions galactiques.
Si on se trouvait sur une planète dans une de ces galaxies, le ciel nocturne serait très impressionnant, surtout pendant un sursaut de formation d'étoiles. Il serait illuminé par un feu d'artifice d'étoiles massives en train de naître. Ce ne serait pas dangereux à moins d'être juste à côté de l'endroit où naissent les étoiles. Mais une fois les galaxies fusionnées en une galaxie elliptique, la formation d'étoiles ralentit. Une galaxie ordinaire qui ne demande rien à personne entre en collision avec une autre. Une énorme quantité d'étoiles se forme alors très vite, mais dans un laps de temps assez court. Tous les gaz sont consumés. Le feu d'artifice s'arrête et la galaxie reprend son petit bonhomme de chemin et sa vie bien tranquille. Le résultat de la fusion de la Voie lactée et Andromède est baptisé Milkomeda. Les deux noyaux s'y fusionneront, chacun porteur d'un trou noir. Le trou supermassif d'une galaxie rencontre le trou noir supermassif d'une autre. Ils se rejoignent, forment une paire, leur orbite se réduit et ils fusionnent pour former un trou noir encore plus supermassif. C'est un processus violent. Et pendant ce processus, il se peut que les gaz alimentent le trou noir et produisent un quasar très lumineux. Mais le plus grand danger qui menace la Terre pendant cet événement galactique n'a aucun rapport avec la collision. Alors qu'une nouvelle galaxie verra le jour, notre Soleil vivra ses dernières heures. La métaphore de la vie fonctionne bien pour les étoiles. Elles naissent, elles ont un point de départ à partir duquel elles se mettent en marche, quand elles convertissent l'hydrogène en hélium et extraient de l'énergie. Elles font aussi leur crise de la quarantaine. Elles se mettent à grossir, deviennent un peu plus brillantes et vers la fin de leur vie, elles changent radicalement. En mourant, le Soleil commencera à manquer de combustible, l'hydrogène. Il deviendra une étoile rouge géante. Il grossira et s'étendra jusqu'à engloutir la Terre, là où elle se trouve actuellement en orbite. Son rayonnement atteindra alors environ 150 millions de kilomètres. Ce n'est pas bon pour la vie sur Terre. La Terre va perdre ses océans, son atmosphère et deviendra très inhospitalière. Si on survit jusque-là, plusieurs milliards d'années encore, il faudra avoir soit colonisé des systèmes solaires voisins, soit construit une planète artificielle loin de notre Soleil, pour être à une distance raisonnable. Notre environnement deviendra peut-être inhabitable, mais les astronomes pensent que les conditions dans la nouvelle galaxie de Milkomeda seront favorables à une forme de vie. Il y aura environ 1000 milliards d'étoiles dans cette nouvelle galaxie fusionnée. Et ces étoiles auront aussi des planètes. Même si un minuscule pourcentage d'entre elles est habitable, elles seront tellement nombreuses que d'après nos estimations, il y aura forcément de la vie quelque part dans Milkomeda. Et peut-être même un peu partout dans cette nouvelle galaxie. Dans notre univers, la fusion la plus fondamentale est celle entre la vie et la mort. Et les collisions entre les étoiles, les trous noirs et même les galaxies sont des événements destructeurs, mais porteurs d'une renaissance.